Merci beaucoup pour votre sympathique invitation. Et donc je vais démarrer ce sujet qui intéresse les chirurgiens orthopédistes d'enfants et d'adultes, puisqu'il est à cheval sur les deux populations, et il évolue d'une manière significative ces derniers temps. Alors je vais choisir quelques items dans ce sujet que j'exposerai. C'est l'appréciation du tableau clinique, la quantification du déplacement, l'évaluation de la vitalité de l'épiphyse, et ça c'est un phénomène important de nos dernières années, avant de choisir des cas chirurgicaux et de vous dire comment on se décide. Alors, les formes anatomocliniques sont bien connues. Classiquement, c'était le sujet qui a une épiphysiolyse aiguë, il ne peut plus marcher sur ses pieds, la douleur est énorme. Il y a à l'opposé l'épiphysiolyse chronique, ça se passe depuis plusieurs mois, plusieurs années, les douleurs vont et viennent. Et puis, il y a l'aigu sur chronique, qui est plus difficile à cerner, c'est-à-dire le sujet peut présenter un épisode douloureux aigu sur un fond chronique, et cet épisode aigu peut être tellement très aigu qu'il ne marche pas sur le membre atteint. Alors à ces notions cliniques qui ont servi aux cliniciens et qui nous servent encore, on adjoint des notions mécaniques en disant que l'aigu est instable, le sujet ne peut pas marcher sur sa hanche, comme une fracture du col du fémur, déplacée. L'épiphysiolyse est stable quand elle est chronique, et puis quand elle est aiguë sur chronique, on parachute vite le terme d'instable. C'est vrai souvent, mais ce l'est peut-être moins en consultation quand le sujet nous dit qu'il a mal depuis, qu'il a eu un épisode aigu il y a 2 semaines et puis qu'il n'est plus aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ces classifications sont temporelles et elles sont mécaniques, il faut les utiliser les deux. Alors la quantification du déplacement est importante. Souvent elle est négligée sur des radios de départ mal faites. La seule incidence de profil correct dans les épiphysies chroniques, est l'incidence de Dunn, DU2N. C'est elle qui va quantifier le déplacement et elle obéit à une technique précise pour la réaliser. La hanche est fléchie à 90 degrés, puis elle est portée en abduction d'un angle qui est le supplément de l'inclinaison du fémur. Par exemple, dans le cas d'un 135, c'est 45 degrés, et le rayon va être perpendiculaire à la plaque de radiographie, et là on va pouvoir avoir une incidence du col qui est un peu spéciale, parce qu'il faut porter un petit peu le fémur en endorotation pour que finalement la métaphyse prolonge la diaphyse. Il faut absolument avoir ce profil auquel sont habitués les chirurgiens au bloc opératoire quand ils manipulent la hanche pour vérifier que l'implant est dans le col fémoral idéalement. Et c'est sur ce profil qu'on va calculer le déplacement. Ainsi, ce patient, que dire de sa radio de face et de profil? On peut tout dire, faire toutes les suppositions, la face n'est pas bien visible, le profil est mitigé. Alors on lui fait les vraies incidences, une bonne face, et le profil qui va être de Dunn, qui va nous montrer que le déplacement de l'épiphyse est de 40 degrés si l'on trace la perpendiculaire à la base, et l'axe du col est 40 degrés. Il s'agit donc d'un déplacement modéré, et on va quantifier entre 0,30, 30,60 et au-delà de 60. Alors, sur ce déplacement modéré, on va ensuite raisonner, que va-t-on proposer? En cas de douleur importante, c'est le profil horizontal, c'est-à-dire que la plaque est mise parallèle à la crête iliaque, comme au bloc opératoire quand on fait une fracture du col, et on a cette incidence qui va nous renseigner sur l'orientation et le déplacement de l'épiphyse par le col. Mieux encore, dans les déplacements majeurs qui vont nécessiter une chirurgie, il faudrait faire une IRM pour avoir les coupes axiales, nous allons y revenir. Après avoir quantifié le déplacement, les notions modernes concernent la vitalité de l'épiphyse. Il y a 4 méthodes pour l'apprécier. Il y a l'IRM de perfusion, non pas une angio-IRM, mais une IRM de perfusion, donnée récente, qui est introduite récemment. Il y a l'angiographie, à réserver dans les centres très spécialisés. Il y a le monitoring de perfusion par les cathéters de pression intracrânienne qu'utilisent les neurochirurgiens, qui font leur entrée dans notre arsenal récemment. Et puis, il y a ce que tout chirurgien sait faire, le saignement péropératoire, quand il opère une épiphyse et qu'il voit la tranche de saignement, si elle saigne ou pas. Alors, les épiphysiolyses à grand déplacement, c'est un problème d'actualité. Variabilité de la prise en charge, fixation in situ, réduction chirurgicale, que faire? Et surtout, pourcentage non négligeable de nécrose, 5 à 47% selon les séries, 23% dans les formes instables.
Et la variabilité de ce pourcentage incite donc à être de plus en plus précise dans le bilan de départ qu'on vient de définir et dans l'appréciation de la vitalité de l'épiphyse. L'intérêt de l'IRM de perfusion, c'est que c'est une technique non irradiante qui évalue la perfusion céphalique pré- et post-opératoire, pré- et post. Elle permet une analyse morphologique et elle est plus sensible bien sûr que la radio standard. Mais cependant, les quelques séries publiées ont des groupes hétérogènes, done ou pas done, fixation in situ ou pas, et nous, notre étude, elle concerne une étude homogène de réduction chirurgicale par la méthode de Dunn. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste sur l'IRM de perfusion à déterminer la zone d'intérêt. La zone d'intérêt, par exemple, numéro 4 ici, sur l'épiphyse déplacée, et on va voir le rehaussement avec le gadolinium de cette zone d'intérêt, c'est le ROI, la zone d'intérêt qui va se rehausser. Et on va voir des graphiques comme cela qui vont montrer le rehaussement, donc après gadolinium, de cette zone d'intérêt que l'on aura choisie dans l'épiphyse saine, dans l'épiphyse malade, dans la crête iliaque contralatérale, dans la métaphyse, pour voir un petit peu comment se passe la perfusion. Ainsi, chez ce patient, avec son IRM préopératoire, 3 côtés sains, 1 côté malade dans l'épiphyse, 2 côté métaphysaire dans le col, on voit bien qu'il y a une hypoperfusion. Le 1 de ce côté est en hypoperfusion par rapport au côté 3 qui est là-haut de l'autre côté. Et au côté 3 qui est ici, on voit qu'il y a donc une hypoperfusion avant tout acte chirurgical. Avant tout geste, il y a une hypoperfusion préopératoire. Alors, que va devenir cette hypoperfusion? Eh bien, cette hypoperfusion, dans le site de l'opération, on va de nouveau la suivre avec les courbes d'intérêt, avec le rehaussement. Et on va voir, par exemple, que ici, si on compare le côté opéré, si on compare ce numéro 1 au numéro 4 contralatéral, on va voir qu'il y a une absence de rehaussement, donc de la perfusion de la zone opérée. Et on va donc avoir une hypoperfusion maintenue de post-opératoire par rapport à l'état préopératoire. Et donc, au bout de quelques mois, on verra bien la nécrose, puisque la radiographie est en retard. Alors, mais il peut y avoir des hypoperfusions par ces IRM qu'on constate en post-opératoire sans retentissement, sans nécrose visible sur la radio. L'un ne dit pas automatiquement l'autre, c'est là la difficulté. Ainsi, sur les 18 patients, 18 hanches, il y a eu 12 instables opérés et 6 stables. La bascule postérieure, bien sûr, dans les réductions chirurgicales, est parfaitement corrigée. L'IRM préopératoire, et c'est intéressant, notait 73% de souffrance perfusionnelle céphalique. C'est beaucoup. C'est-à-dire que 73% des patients qui ont un grand déplacement, qui vont être opérés, ont déjà une souffrance perfusionnelle céphalique. Et dans l'IRM post-opératoire, 44% étaient pathologiques. Et ces 44% pathologiques, finalement, on aboutit à 7 nécroses focales, dont 2 avec chondrolyse, et une dévascularisation qu'on a remarquée qui a été régressive. Finalement, grossièrement, chez 22% des patients, il y a des signes de nécrose sur radio standard, plus hanche raide et douloureuse. Donc il y aurait grossièrement un malade sur 5 qui, malgré toute notre vigueur pour traiter ces gros déplacements, on ne bénéficie pas d'une restitution complète. 1 sur 5, ce n'est pas beaucoup par rapport à certaines statistiques qui montrent beaucoup plus. Et c'est peut-être beaucoup par rapport à d'autres qui ont 0%. Ceci nous mettant en doute leurs résultats. Alors l'IRM de perfusion identifie les hanches à risque avec souffrance perfusionnelle. Elle remet en cause, et c'est là l'important pour nous chirurgiens, elle remet en cause la responsabilité de la technique chirurgicale dans la survenue d'une nécrose post-opératoire. Il n'y a pas que le chirurgien qui nécrose. Il y a la maladie, il y a le processus avant l'intervention qui est souvent responsable, très souvent, d'une hyperperfusion céphalique. Elle permet, l'IRM de perfusion, de visualiser la régressivité des troubles perfusionnels, et c'est beaucoup. Et elle dit aussi que les troubles visualisés ne sont pas forcément corrélés à la clinique. Et il y a donc toute une voie d'avenir qui est en train d'être entreprise dans ce sens pour justement préciser notre part de responsabilité, la part de la maladie et la surveillance. Deuxième méthode de surveillance, c'est le monitoring péropératoire de la perfusion épiphysaire.
C'est ce qu'on fait quand on fait une réduction chirurgicale. La calotte métaphysière est là, le spongieux est là. On le teste par le saignement, mais ça ne suffit pas. Et on introduit un cathéter, c'est l'ICP, le cathéter de perfusion intracrânienne qu'utilise le neurochirurgien. On le pique dans la calotte et puis on enregistre les vagues